Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pour les opérations militaires nécessaires, quand même, il y en a, des reconquêtes, des harcèlements, des sièges, eh bien il s'appuie sur un homme providentiel, Bertrand du Guesclin. Alors quand on était petit à l'école, on connaissait Bertrand du Guesclin, je ne sais pas si aujourd'hui on l'apprend encore à l'école, mais je ne crois pas. Il est issu d'une petite noblesse bretonne, il est extrêmement laid, il est mal vêtu, c'est un personnage totalement illettré, mais s'il n'a rien du héros aristocratique, c'est un stratège de terrain redoutable et loyal. Lui, il ne cherche pas la gloire ni l'honneur, mais l'efficacité absolue. Alors la gloire, il l'a, puisque, en tout cas, nous encore, on connaît Bertrand du Guesclin, c'est-à-dire ma génération. Il refuse, lui, les batailles rangées. Il préfère les sièges, les embuscades, les coups de main. Il reprend ville après ville, forteresse après forteresse, à une époque où l'ennemi, l'anglais donc, n'a plus de stratégie vraiment claire. Il casse le mythe, si vous voulez, de l'invincibilité anglaise. C'est du harcèlement quasi quotidien. Et surtout, du Guesclin ne trahit jamais. Il est d'une fidélité absolue au roi de France, à sa vision, à sa méthode. Il incarne une autre manière de faire la guerre, plus subtile, patiente et méthodique. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, je ne vais pas m'appesantir sur tout ça, hein. Vous avez les 3 émissions sur Charles V. Et Charles V comprend aussi que l'autorité ne tient pas seulement à la force, comme je vous le disais, mais aussi au récit. Il fait restaurer le Louvre, il fait bâtir une forteresse à Paris pour garder, si vous voulez, la partie est de la ville, c'est la Bastille, dont on entendra parler plus tard, et il fait fortifier la plupart des villes. Il finance l'université, il encourage la traduction des textes anciens et il fait recopier les chroniques. Il veut que l'on parle de la France comme d'un corps, avec une tête, le roi, un cœur, Paris, des membres, les provinces. Il donne au peuple des symboles. C'est important ça. Il veut qu'on se sente français, qu'on sache ce qu'est le royaume et le royaume de France. Et surtout, il veut qu'on sache pourquoi le défendre. Il ne dit pas « je suis la France ». Il fait en sorte que la France ait besoin de lui. Et ça fonctionne. À la fin de son règne, la quasi-totalité des territoires cédés aux Anglais en 1360 ont été repris, et j'insiste là-dessus, la quasi-totalité. Le sud-ouest est redevenu français, les grandes compagnies ont été dispersées, l'impôt est stabilisé, les troupes sont fidèles, l'image du roi est restaurée. Tout ça sans Poitiers, sans Azincourt, sans grande bataille chantée par les poètes, seulement par la patience, la stratégie et la maîtrise des hommes. C'est une autre forme de victoire, une victoire silencieuse encore une fois, mais une victoire indéniablement. Mais cette œuvre immense, vous l'avez compris, repose sur un homme. Et cet homme, il est mortel et il meurt le 16 septembre 1380, il a 42 ans. Il laisse un royaume donc consolidé, mais, vous comprenez bien, encore extrêmement vulnérable. Et surtout, il laisse un enfant roi, Charles VI. Un trône vide donc, des oncles à côté ambitieux, une noblesse qui est prête à reprendre le pouvoir que Charles V leur avait retiré, et ça aussi c'est important. La monarchie revient à ses vieux travers. La guerre civile couve, les compagnies chassées mais pas éliminées attendent dans l'ombre. Et bientôt, l'autre ennemi revient. Vous savez, c'est toujours ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, vous savez, de ce principe que j'aime tant des vases communicants, mais c'est vrai, hein, quand il y a un côté qui penche, forcément l'autre va prendre la place, quoi. C'est la nature a horreur du vide, là aussi. Je reprends cette vieille expression que j'utilisais assez souvent avant. Donc l'ennemi revient, et il revient plus fort, plus organisé, et face à une France de nouveau divisée. La guerre va reprendre. Mais cette fois, comme je vous disais, elle va prendre un autre visage, celui de l'humiliation totale, parce qu'au bout du chemin, il va y avoir Azincourt. On pourrait croire qu'après Charles V, la France est prête à s'unir pour résister, qu'après tant de douleurs, qu'après tant de réformes, de reconquêtes, cette fois le pays est vacciné contre le désordre, mais il n'en est absolument rien. Charles VI, donc le fils de Charles V, est couronné en 1380, il a 11 ans, il commence à régner, mais il est extrêmement jeune, avec l'autorité vous savez, des débuts, quand on a 11 ans, une autorité plutôt paisible, il est bien entouré, il se veut roi chrétien, pacificateur, conciliateur, il veut poursuivre l'œuvre de son père, mais à l'intérieur, le mal est en train de ronger. En 1392, au détour d'une chevauchée, donc il a vieilli, dans la forêt du Mans,
Charles VI est frappé d'un mal étrange. Il entre dans une fureur soudaine, il tue un de ses propres soldats, se met à courir en criant, il délire. C'est pas une crise passagère, c'est le début d'un mal récurrent, incompréhensible, terrifiant, qu'on appelle la folie du roi. Pendant près de 30 ans, Charles VI alterne période de lucidité et d'égarement profond. Il ne reconnaît plus ses enfants, il hurle à la mort, se prend pour du verre, interdit qu'on le touche, et quand le roi perd la raison totalement, ce sont les princes du sang qui prennent le pouvoir. Et la régence dégénère alors en guerre d'influence. 2 grands partis vont se déchirer, vont émerger. Le parti des Bourguignons, emmené par Jean sans peur, puissant duc de Bourgogne, riche, ambitieux, manipulateur. Vous avez un de ces hôtels qui est encore présent à Paris, c'est la tour Jean sans peur, justement, à côté des Halles. Si vous avez l'occasion de venir à Paris, il faut voir ça. Et vous allez pouvoir passer, à mon avis, 50 fois devant sans la voir. Mais franchement, elle est là, elle est entre les immeubles aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était le plus haut monument civil de Paris. C'est intéressant à voir parce que c'est vraiment ce qui reste de son hôtel particulier. Donc les Bourguignons d'un côté, et puis en face, les Armagnac, menés, vous savez, par le duc d'Orléans, frère du roi, et puis Bernard d'Armagnac, noble gascon, dur, intransigeant. C'est plus seulement une lutte de clans, c'est une guerre civile ouverte. Les rues de Paris deviennent véritablement un champ de bataille, les meurtres politiques se multiplient. En 1407, Jean sans peur fait assassiner le duc d'Orléans, en pleine rue, d'un coup de hache. Il revendique le crime, en plus publiquement, au nom de la justice du royaume. Le roi, impuissant, assiste là à la décomposition de son autorité. Les provinces prennent parti, les armées se retournent, les impôts ne remontent plus. La France se déchire en pleine guerre étrangère. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que l'Angleterre revient en force. Le roi Henri V, jeune souverain, énergique, intelligent, patriote, l'inverse si vous voulez de Charles VI, décide de profiter du chaos français. Il veut reprendre le flambeau d'Édouard III. Il veut l'honneur, il veut les terres et il veut la couronne. En 1415, il débarque en Normandie avec une armée disciplinée, ravitaillée, dotée d'un atout décisif, l'arc long anglais, le longbow, vous savez, redoutable dans des batailles à distance. Les Français, eux, sont divisés et ils décident pourtant d'affronter, c'est le cas de le dire, vraiment de front cette armée. Ils croient en la revanche, ils veulent laver Poitiers. Comme toujours, on a toujours un truc à venger, nous, c'est comme ça, que ce soit dans le sport ou que ce soit sur les champs de bataille. On veut toujours venger la bataille d'avant, le match précédent, la défaite précédente, etc. On veut toujours ça, on part bille en tête, la fleur au fusil, la furia francese avant l'heure, et puis en général on prend une rouste. Donc les Français convoquent la noblesse, le royaume s'aveugle de fierté, on pense qu'on va y aller. Alors, on n'est pas encore à la fleur au fusil, puisqu'il n'y a pas de fusil, bien sûr, vous avez compris. Ce matin-là, dans les champs boueux d'Azincourt, et vous avez ces 2 armées qui se font face. Je dis boueux parce qu'il a plu avant, les Français sont entre 20 et 25 000. Henri V n'a que 6 000 hommes. L'aristocratie française, vous savez, couverte d'acier, avec que ce soit les chevaux, que ce soit les hommes dans leurs armures, sûrs d'elle, piétine, d'impatience. Mais encore une fois, il a plu toute la nuit. Les champs sont détrempés. Les Français, trop nombreux par rapport aux 6 000 en face, s'enlisent. Et surtout, les archers anglais, eux, sont bien positionnés et ils vont décocher des nuées de flèches. Et les chevaux vont tomber, les armures deviennent des pièges de boue. Imaginez les hommes qui tombent, qui ne peuvent pas se relever. Les hommes s'écrasent les uns sur les autres. C'est un véritable massacre. Presque toute la fine fleur de la chevalerie française est tuée ou capturée. Des ducs, des comtes, des seigneurs prestigieux, tous morts dans la boue, la gadoue, frappés par des paysans anglais. Et vous avez donc comme résultat un roi fou, une noblesse décimée, un peuple épuisé qui n'en peut plus, et le royaume s'effondre. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.